Salut tout le monde! Ce deuxième épisode de notre série sur le travail domestique va se pencher sur l'histoire de la place des femmes entre foyer et monde du travail. Cette place est-elle naturelle et évidente? Certains ont pu défendre au fil des siècles que c'était la place naturelle des femmes de rester au foyer à cause de vertus maternelles, de qualités de cœur qui complétaient les qualités d'esprit des hommes, de différences dans la manière de raisonner ou de faire des choix, d'une tendance des femmes à charmer les hommes pour leur faire tout le travail peut-être, ou simplement parce que l'évolution aurait réparti les tâches ainsi chez tous les animaux. Le dimorphisme sexuel donnerait en général une taille plus grande aux hommes et en ferait naturellement des chasseurs qui, après avoir engrossé les femmes de leur clan pour assurer la descendance, partent des jours durant courir après le mammouth, pendant que les femmes, plus faibles, se contentent de la cueillette, la cuisine et le soin des enfants. C'est en vérité une vision caricaturale de la préhistoire, biaisée idéologiquement pour en faire une histoire des hommes, puisque dans beaucoup de régions, et selon les saisons et les époques, il n'y avait pas de gros gibier, mais seulement des lièvres et autres proies qu'hommes et femmes pouvaient chasser. Et on ne sait quasiment rien, faute d'archives, sur la répartition du soin des enfants, ce qui invite à la prudence plutôt qu'à la projection de nos habitudes culturelles sur ces premiers humains. Il est possible que le partage des genres et les représentations du masculin et du féminin aient été moins duos à la préhistoire que la simple division des sexes. D'ailleurs, les femmes préhistoriques ont longtemps été très fortes physiquement, pour survivre pendant des centaines de milliers d'années dans des conditions hostiles. Et ce n'est qu'au néolithique, il y a 10 000 ans, qu'un culte de la virilité se serait mis en place, à cause de croyances cosmologiques et d'enjeux économiques et politiques, et qu'on aurait accentué les différences physiques. Et même si cette répartition était naturelle, il faudrait prouver qu'il est toujours bon de suivre la nature. Or, ce n'est pas le cas. Mourir d'un rhume à 30 ans ou se venger de son voisin en lui fracassant la tête étaient peut-être des choses naturelles à la préhistoire, mais nous avons heureusement évolué depuis. Même si la femme avait été depuis les origines naturellement encline à rester au foyer, on pourrait réévaluer aujourd'hui si c'est une bonne chose et embrasser le changement. Et puis, les arguments naturalistes sont très douteux. Il existe depuis la préhistoire des peuples où la répartition des tâches n'était pas si caricaturale et à l'avantage des hommes, voire où les rôles sont inversés, comme dans les sociétés matriarcales, décrites par l'anthropologue Johann Jacob Bachofen. Et si les descriptions de ce matriarcat sont parfois douteuses elles-mêmes, il existe en tout cas des sociétés matrilinéaires, où c'est la filiation maternelle qui prime et où l'égalité homme-femme est à peu près respectée. Sociétés qu'on retrouve aujourd'hui au sein de la nation Navajo, chez les Zapotèques du Mexique, les Minangkabau d'Indonésie, et les Bushmen d'Afrique du Sud notamment. Margaret Mead a montré qu'il n'y a pas une seule société non industrielle où les rôles genrés se répartissent de la même façon. S'il y a des rythmes biologiques différents entre hommes et femmes, du fait des règles, de la grossesse ou de la ménopause notamment, certains peuples les suivent dans l'organisation du travail et de la société, d'autres se mettent au diapason d'un des deux rythmes. Quant au rôle de parenté et de paternité, ce sont des rôles entièrement construits socialement, avec des règles différentes chaque fois, même dans ce qu'on considère comme un parent, qui doit prendre soin ou non des enfants. L'anthropologie de la kinship, de la parenté, montrant que bien des peuples n'ont pas de définition génétique des parents. Même dans nos sociétés occidentales, il y a des femmes de pouvoir, des femmes qui refusent ce rôle domestique, et des hommes qui ont envie d'être au foyer. Alors pourquoi n'est-ce pas si naturel pour eux? On va voir dans cet épisode que l'histoire récente témoigne de construction politique de la place des femmes en fait très changeante, et qu'il est donc tout à fait possible de les renégocier encore pour les faire évoluer dans un autre sens que celui que nous prenons depuis le 19e siècle. C'est pourquoi l'essentialisme naturaliste au sujet de la place des femmes doit être écarté, et c'est donc les raisons économiques et politiques qu'il faut aller chercher dans l'histoire pour comprendre pourquoi on a parfois sorti les femmes du foyer pour les inclure dans le monde professionnel et pourquoi on les a parfois réenfermées à la maison. On s'appuie ici sur le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, dont on commentera les thèses dans le prochain épisode. Les femmes ont toujours participé à l'effort productif sous différentes formes. Travail dans les champs, vente de la production sur les marchés, accueil et vente dans le commerce du mari par exemple. Ma grand-mère paternelle, par exemple, qui est née en 1921, aidait au comptoir de la boulangerie de mon grand-père. Elle n'a jamais eu de salaire ni de retraite, mais elle participait aux revenus de la famille. De l'autre côté, ma grand-mère maternelle était ouvrière automobile chez Renault, elle recevait sa propre paye, mais elle la mettait évidemment en commun avec celle de mon grand-père. Le travail des femmes devient un enjeu politique à partir du développement du salariat, au 19e siècle. C'est le moment de la plus grande extension du capitalisme industriel. À partir du XVIIIe siècle, les enclosures des terrains communs et la constitution de grandes propriétés agricoles ont déjà réduit le besoin de main-d'œuvre à la campagne.
On a ensuite ramené les travailleurs dans des fabriques, où leurs tâches sont de plus en plus assistées de machines, et au XIXe siècle, ce sont des usines qui font travailler le peuple pauvre. Les travailleurs ne possèdent plus leurs outils de production, contrairement aux paysans qui géraient eux-mêmes leur production et aux artisans qui travaillaient chez eux en famille avec leurs outils. Ce pourquoi ils doivent alors vendre leur force de travail au patron. La question se pose alors pour ces patrons de choisir qui ils font travailler. Ceux qui acceptent les salaires les plus bas, les conditions de travail les plus dures, sans protester, bien sûr. Mais ensuite, les enfants doivent-ils travailler? Et les femmes? Federici se concentre sur l'histoire de la Grande-Bretagne, berceau du capitalisme. Alors que les femmes travaillaient à l'usine jusqu'à la moitié du XIXe siècle, elles sont envoyées au foyer à partir de 1860 pour des raisons économiques, sociales et politiques. Les gouvernements prennent conscience que les femmes prolétaires se désintéressent de leur famille, donc de la reproduction de la force du travail du mari et des enfants futurs travailleurs. Comme elles sont employées dans les usines toute la journée, elles touchent leur propre salaire, sont habituées à leur indépendance, à vivre dans un espace public avec des femmes et des hommes, et refusent donc d'assumer leur rôle ménager qui leur paraît pénible. Cela inquiète les gouvernements parce que lorsque le mari rentre chez lui, il ne s'y sent pas à l'aise et repart se saouler au pub. Ainsi, un rapport de la Commission sur l'emploi des enfants de 1867 écrit: Étant employées de 8h du matin à 5h du soir, les femmes mariées rentrent au foyer fatiguées et lasses, et refusent de faire le moindre effort supplémentaire pour rendre la maison confortable. Si bien que, lorsque le mari rentre, il trouve tout inconfortable, la maison sale, aucun repas préparé, les enfants pénibles et chamailleurs, l'épouse négligée et irritée, et son foyer si désagréable que bien souvent, il se rend au pub et devient un ivrogne. Les gouvernements ont peur que cela déstabilise la famille, notamment l'éducation des enfants, et que cela déclenche des troubles sociaux entre les maris sous dans les pubs. Les bas salaires et les longues journées de travail réduisent l'espérance de vie et produisent des êtres fatigués qui ne seront ni de bons travailleurs, ni de bons soldats. Dès lors, les gouvernements réfléchissent à un moyen de garantir la santé mentale et morale des travailleurs. Il faut une bonne ménagère. Dès 1840, des rapports préconisent de réduire le temps de travail des femmes pour qu'elles soient en mesure d'accomplir leurs tâches domestiques et pour qu'elles fassent de leur mari un travailleur plus sain, plus robuste, plus discipliné et plus productif. Progressivement, les femmes et les enfants sont expulsés des usines. On fait alors la pub des vertus de la vie domestique aux femmes et on leur donne des cours de sciences domestiques et de travaux pratiques. Aux États-Unis, quand sont créées les prisons pour femmes dans les années 1870, elles sont présentées comme l'occasion pour les criminels d'être rééduqués pour devenir de meilleures épouses et de meilleures mères en leur apprenant les compétences domestiques, alors que les prisons pour les hommes sont l'occasion de devenir de meilleurs citoyens. Dans les prisons américaines, les femmes apprennent à repasser et à coudre. On pense à ce que Foucault dit déjà de l'hôpital général, qui, au XVe siècle, a mis au travail les fous, les vagabonds et les marginaux. C'est souvent le pouvoir qui crée la discipline professionnelle, qui est la meilleure des polices, comme le dit Nietzsche. Le salaire individuel de l'homme devient le salaire familial du mari, censé être suffisant pour subvenir à tous les besoins de la famille. En France, à la fin du XIXe siècle, quand les fonctionnaires veulent une hausse de leur traitement, les parlementaires créent le supplément familial, une somme supplémentaire dédiée uniquement aux chargés de famille, et ce supplément s'étend au privé en 1932. Plutôt que d'augmenter les salaires de tous, on donne une petite somme supplémentaire aux pères. Les femmes deviennent donc dépendantes du salaire du mari, alors qu'auparavant, elles avaient une indépendance économique. Silvia Federici parle du patriarcat du salaire, parce que à travers le salaire se crée une nouvelle hiérarchie inégalitaire entre le mari qui a le pouvoir du salaire et devient le contremaître du travail non rémunéré de la femme. Le travailleur est pacifié parce qu'il a une domestique à disposition et il oublie qu'il est lui-même exploité, ce qui garantit la paix sociale, et en plus il devient plus productif. Une large campagne idéologique se déroule pour promouvoir les idéaux de maternité et d'amour.
le travail sexuel des prostituées est rigoureusement contrôlé pour ne plus donner cette indépendance économique aux femmes. Il y a bien sûr des oppositions, comme la socialiste française Flora Tristan, qui défend dans les années 1840 le droit des femmes à travailler pour garantir leur indépendance économique vis-à-vis du père ou du mari, et qui rappelle qu'un quart de la population féminine n'a ni mari ni père pour la protéger. En ville, entre 40 et 50% des femmes étaient célibataires et contraintes de se prostituer pour survivre, faute d'avoir droit de travailler. Ça fait quand même entre 40 et 80 000 femmes à Paris au XIXe siècle. Flora Tristan considère que constituer la classe ouvrière en passe forcément par la réclamation du droit au travail pour tous et pour toutes, et une instruction des femmes. C'est ainsi qu'on promouvra un vrai socialisme. Mais ces idées rencontrent une opposition générale, au point qu'elle écrit « J'ai presque tout le monde contre moi. Les hommes parce que je demande l'émancipation de la femme, les propriétaires parce que je réclame l'émancipation des salariés. » Ces protestations sont écrasées par les soutiens multiples des réformes encourageant plutôt la mise au foyer des femmes. Les gouvernements, qui veulent la paix sociale dans les chaumières et les pubs, les employeurs, qui veulent des travailleurs plus robustes et disciplinés, et les maris, qui sont ravis d'échapper à la concurrence des femmes et des enfants, qui étaient de la main-d'œuvre bon marché. Les ouvriers vont jusqu'à se mettre en grève à l'époque quand une femme est embauchée dans l'usine. Le rôle de la femme au foyer, autrefois destiné à la bourgeoisie, s'impose aussi au prolétariat au milieu du XIXe siècle. L'idée s'impose que c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de la famille. Son salaire individuel devient alors un salaire domestique. On voit donc que les femmes n'ont pas été de tout temps à la maison. Cela est le résultat d'un processus complexe de manipulation des structures sociales qui, en quelques décennies, a sorti les femmes des usines, leur ôtant leur indépendance économique et les rendant dépendantes des maris dont on a augmenté le salaire pour leur permettre d'entretenir une famille, pilule qu'on leur a fait passer par des formes d'éducation populaire en leur apprenant les compétences nécessaires au travail domestique et par la valorisation des idéaux familiaux. Mettre les femmes au foyer, ou au contraire les envoyer dans le monde du travail, est toujours une manœuvre idéologique du monde politique et économique pour servir l'intérêt de la production plutôt que celui des femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes remplacent les hommes dans les usines pour continuer la production. Mais après la Première Guerre mondiale, on les renvoie au foyer et on considère, même chez les féministes, que le premier devoir de la femme est d'avoir des enfants. C'est pourquoi il n'y a pas de protestation contre la pénalisation de l'avortement et de la contraception. On valorise alors la maternité et le soin du foyer dans les publicités, à l'école et même dans les mouvements féministes. Et on relance l'idéologie d'avant-guerre qui encourage l'idée que le travail domestique est naturel aux femmes et le travail productif réservé aux hommes. Cette place au foyer est confortée par le chômage provoqué par la crise des années 1930. Les combats féministes se focalisent alors sur l'accès à l'égalité politique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime de Vichy interdit l'embauche des femmes mariées dans la fonction publique, en URSS, en Allemagne et aux États-Unis, les femmes remplacent de nouveau dans les usines et les commerces les hommes partis au front. Des équipements collectifs comme des crèches, garderies et cantines sont mis en place pour faciliter le travail des femmes. Vous imaginez, il y a même des garderies gratuites aux États-Unis, le truc qui semble inimaginable en 2020. Après la Seconde Guerre mondiale, tous ces équipements collectifs disparaissent. Les femmes mariées se voient interdire de travailler et elles retournent au foyer. Que pensez-vous des femmes qui travaillent? Ah bien, les femmes qui travaillent chez elles ont besoin de ça pour aider le ménage, d'accord? Mais une femme qui reste chez elle, c'est aussi bien. Elle ne doit pas travailler. Elles ne doivent pas travailler? Non. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y en a les deux choses à la fois, on ne peut pas le faire. Le travail et le ménage, c'est pas possible. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Le mari devra gagner suffisamment d'argent pour qu'une femme puisse rester au foyer et que le foyer puisse vivre correctement. Je suis pas d'accord. Je préfère la femme à la maison. Et le monsieur travaille. Pourquoi? Parce que quand il rentre, le monsieur, il trouve tout prêt. Son linge, son lit, sa cuisine, ses enfants. Celles qui continuent de travailler voient leur salaire chuter par rapport à celui des hommes, alors que les inégalités salariales s'étaient réduites pendant la guerre. La situation est différente en URSS, où les femmes travaillent dans toutes les professions pour compenser l'hécatombe des soldats. Le pourcentage de femmes dans la population active est le plus élevé de tous les pays,
y compris dans les professions dites masculines. 80% des médecins et un tiers des ingénieurs en 1960. Le droit à l'avortement est donné en 1955 et la mère célibataire soviétique a des droits. En France, il y a une chute du taux d'activité des femmes. En 1931, 52% des femmes avaient un emploi, contre 45% en 1946 et 38% en 1954. La législation après-guerre est une politique nataliste, avec un quotient familial pour l'attribution des allocations familiales, soutenu même par les mouvements féministes. Et tu peux pas travailler, toi? Avec ces deux-là? Et puis quoi faire? J'ai rien appris. D'ailleurs, il n'y a même pas de place dans la crèche du quartier. On voit donc qu'à chaque fin de guerre, l'économie reprend ses droits et remet les femmes au foyer, parce que c'est l'intérêt du système productif. À la fin des années 60, de nouveaux mouvements de libération des femmes apparaissent dans un nouveau contexte. C'est une nouvelle génération, née entre 1935 et 1945, qui a un niveau d'instruction supérieur, qui a bénéficié de la mixité à l'école et qui a suivi des cours à l'université, qui a baigné dans les thèmes des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui demande à travailler comme les hommes. Une autre image de la femme est alors créée, qui valorise cette fois la femme indépendante qui travaille. Mais là encore, c'est peut-être moins un acte de charité pour l'épanouissement des femmes qu'une stratégie économique et politique. C'est en effet le moyen d'affaiblir le rapport de force entre les travailleurs et les patrons en faisant rentrer d'un coup sur le marché du travail la moitié de la population et donc en augmentant la concurrence au sein de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui travaillent? C'est bien, mais enfin, ça prend le boulot des hommes, quoi. On voit donc que le travail salarié et domestique des femmes n'a rien de spontané, naturel ou évident. Il n'y a pas de tout temps les femmes ont aimé le balai et la cuisine. C'est le produit de politiques économiques et sociales et de campagnes idéologiques pour vendre la famille et ses idéaux aux femmes. On peut résumer l'histoire du travail des femmes ainsi. Au XIXe siècle, le capitalisme a besoin que les femmes servent au foyer pour éviter que les hommes travailleurs ne partent en vrille. Et au XXe siècle, on a besoin des femmes dans les usines pour réaliser le travail des hommes au front. On peut penser aussi qu'on utilise ensuite le travail des femmes dans les années 60 comme une façon d'affaiblir le rapport de force entre travailleurs et capitalistes, favorable aux travailleurs après la Seconde Guerre mondiale, en augmentant la concurrence par une main-d'œuvre bon marché. Et cela ne se limite pas aux pays occidentaux. En Chine contemporaine, la famille est aussi instrumentalisée selon les intérêts de l'État et de l'économie. Quand l'État a besoin de la main-d'œuvre féminine, la famille est considérée comme une entrave et les liens intergénérationnels prennent en charge les enfants. Et quand l'État a besoin qu'elle retourne au foyer, lors des périodes de récession économique par exemple, la famille retrouve son rôle de protection sociale et la femme doit y jouer son rôle. C'est pourquoi on peut avoir l'impression que c'est bien le capitalisme et son instrument politique qu'est l'État qui détermine les conditions du travail domestique et de la place sociale des femmes. Mais on va voir dans le prochain épisode, avec Silvia Federici et Christine Delphi, que le patriarcat peut représenter un autre pôle d'oppression que le capitalisme. Et dans la suite, on verra que cela se joue même à l'échelle individuelle du couple. Restez avec nous en vous abonnant à la petite cloche et à bientôt sur Meta. Ciao.